Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. Aujourd'hui, je vous raconte des Malicious Compliance, où OP fait exactement ce qu'on lui dit, tout en sachant que ça va très mal se passer. C'est un de mes subreddits préférés et je suis ravi de pouvoir vous lire ces histoires. Si elles vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, ça aide vraiment ma chaîne à grandir. La première histoire a pour titre Prends tes affaires, t'es viré. Ok, mais vous allez le regretter. Ça m'est arrivé il y a quelques années, mais j'y repensais il y a pas longtemps. Je travaillais pour une entreprise pour laquelle je m'occupais de la communication visuelle. Design graphique, photographie, vidéo et son pendant les événements, édition de vidéos, etc. Cette entreprise organisait de très grands événements, et au fil du temps, on m'a donné de plus en plus de responsabilités. C'est arrivé au point où je faisais le boulot de 4 personnes. En plus, ils n'avaient jamais investi dans le matériel dont j'avais besoin pour travailler. Donc j'ai tout payé de ma poche. J'avais bien sûr marqué tout mon équipement avec mon nom. Au fil des années, j'avais accumulé une collection impressionnante en achetant de seconde main et en gardant un œil ouvert pour de bonnes affaires. Au bout de 5 ans dans cette boîte, j'avais plusieurs milliers de dollars d'équipement professionnel et je l'utilisais pour quasiment toute la promotion et tous les événements de l'entreprise. Je pense que vous voyez dans quelle direction part cette histoire. Un jour, je suis convoqué dans le bureau de mon chef et il m'annonce qu'ils doivent réduire leurs coûts. Ils ont donc trouvé quelqu'un qui termine juste ses études, sans aucune expérience, et qui va reprendre toutes mes tâches, et quelques autres en plus. J'ai été pris complètement par surprise. Mon chef m'a suivi à mon bureau pour m'aider à récupérer toutes mes affaires. Il m'a dit très précisément, récupère tout ce qui t'appartient, tu ne pourras pas revenir. Donc c'est ce que j'ai fait. Il s'attendait clairement à ce que j'ai un carton d'affaires perso, quelques photos et une plante verte. Mais à la place, je l'ai fait charrier une quantité astronomique de matériel multimédia jusqu'à ma voiture. J'avais une Ford Explorer à l'époque, et quand on a terminé, elle était pleine à craquer. Avec chaque caisse de matériel qu'on emmenait à ma voiture, mon chef était de plus en plus paniqué. À un moment, il m'a dit Tu peux prendre que ce qui t'appartient, hein. Mais malgré ma colère et ma tristesse, j'ai réussi à lui dire très gentiment que tout ça m'appartenait et que j'avais gardé les preuves d'achat s'il ne me croyait pas. La goutte d'eau pour lui, c'est quand je lui ai annoncé que j'avais besoin d'accéder à l'immense salle où ils organisent tous leurs événements. Je me rappelle encore de la peur dans ses yeux quand j'ai débranché tous les appareils photo et les caméras que je prêtais à l'équipe événementielle, tous avec mon nom clairement visible dessus. J'avais l'impression d'être le Grinch en me baladant dans le bâtiment et en récupérant tous les équipements qui avaient mon nom dessus. Quand j'ai pris la route, j'avais le cœur brisé de voir avec quelle facilité l'entreprise à laquelle j'avais donné le meilleur de moi-même m'avait remplacé par un genou sans expérience. Mais je vais pas vous mentir, la satisfaction d'avoir vu leur tronche quand j'ai récupéré mon matériel valait le coup. Avec du recul, c'était le pire job que j'ai eu, le plus toxique aussi. L'entreprise a survécu encore 1 an après ça, et j'aime penser que mon départ a joué un rôle dans leur faillite. Et s'ils avaient juste fait l'effort d'investir dans ce dont ils avaient besoin plutôt que de me forcer à tout acheter, ils auraient pas eu à recommencer à zéro. Ah là là, c'est trop cool que ça soit bien fini pour OP. Surtout qu'il précise en commentaire qu'avec tout son équipement, il a pu se lancer en freelance tout de suite à la fin de son boulot, et que ça a super bien marché. Par contre, grave erreur de dépenser des sous pour un taf où on est employé. C'est clairement à l'employeur de fournir le matériel nécessaire. Vous vous faites surtout pas exploiter comme OP. Enfin bon, il y a vraiment des entreprises qui ont l'air d'avoir aucune idée de la valeur de leurs employés. C'est vraiment dingue. L'histoire suivante a pour titre Ok les RH, c'est votre problème maintenant. Comme la plupart des histoires que je raconte sur Reddit, celle-ci date de l'époque où j'étais superviseur dans un call center. Elle concerne un employé qui ne m'appréciait pas et qu'on appellera James. James était nouveau dans la boîte, il avait environ 21 ans à l'époque. Il était jeune et c'était évident qu'il avait grandi dans un milieu très privilégié. Il semblait penser que tout lui était dû. Mais bon, déjà, c'est pas moi qui me chargeais du recrutement. Et en plus, tout le monde mérite l'opportunité de commencer quelque part sur le marché du travail. J'aurais juste aimé que ce soit ailleurs pour ce gars-là. Personnellement, je faisais très attention de me comporter de manière juste, sympathique et compréhensive au boulot. Mais James était toujours la victime, et rien n'était jamais de sa faute. Les clients se plaignaient du service reçu, pas de sa faute. Il donnait des informations erronées, c'était exactement les informations qu'il avait reçues. Il ne venait pas au boulot, il s'était passé quelque chose hors de son contrôle. Encore et toujours la même histoire. Absolument rien n'était jamais de sa faute.
Le vrai problème a commencé le jour où j'ai dû corriger une information donnée par James lors d'un appel qu'il a pris. L'information qu'il a donnée était tellement fausse et potentiellement préjudiciable pour le client que j'ai dû le rappeler pour lui donner l'information exacte, tout en lui présentant nos excuses pour l'erreur commise. À l'époque, le règlement intérieur prévoyait un blâme automatique dans cette situation pour l'employé à l'origine de l'erreur. J'invite donc James à se joindre à moi dans un bureau, porte ouverte. On s'installe, je lui explique qu'il va recevoir un blâme et je lui donne les raisons. Au début, James a commencé par me sortir toutes les excuses possibles et imaginables. Ensuite, il m'a demandé pourquoi j'étais aussi hostile. Je l'étais pas. Et pourquoi je criais. Je criais absolument pas, et encore une fois, la porte était ouverte. Il y aurait eu des témoins si c'était le cas. Il a refusé de signer le blâme. Peu importe, le document finirait dans son dossier dans tous les cas. Quand on a terminé notre entretien, James a filé tout droit dans le bureau des RH. Environ 30 minutes plus tard, les RH me convoquent dans leur bureau. Ils me demandent pourquoi j'ai insulté et crié sur James. Pardon? Alors je sais, j'aurais clairement dû demander à un autre superviseur d'être présent pendant l'entretien avec James. Mais n'importe qui aurait entendu crier si ça s'était vraiment passé comme ça. Je suis un grand gars avec une voix qui porte. J'ai nié cette version des faits, bien sûr. Les RH m'ont alors annoncé qu'ils allaient annuler le blâme, parce que d'après eux, c'était pas une infraction suffisante pour mériter une sanction. Et en un instant, les RH m'ont privé de toute autorité sur mes subordonnés, ce qui a eu pas mal de conséquences. Maintenant, tout le monde savait que si je suivais les règles et que je faisais mon travail, les RH annuleraient mes décisions sur demande. Les RH m'ont aussi dit qu'à partir de maintenant, si James avait un problème ou faisait une autre faute, ce serait eux qui s'occuperaient de gérer la situation. Ok, c'est à ce moment-là que j'ai commencé ma malicious compliance. Les RH n'avaient aucune idée du temps que je passais à gérer les idioties de James. Il ne pouvait pas venir travailler? Désolé, appelle les RH. Il voulait se plaindre de quelque chose? Je lui disais d'aller voir les RH, et je leur envoyais un mail pour leur expliquer la situation. Il voulait un jour de repos supplémentaire? Va voir les RH. C'est arrivé au point où les RH devaient s'occuper des problèmes de James 1 à 2 fois par jour, et ça a duré pendant des mois. La moindre petite insatisfaction, je l'envoyais dans leur bureau. Et je savais très bien que ça les rendait fous, ils détestaient être dérangés toutes les 2 minutes. Les RH ont fini par demander à me voir. Ils m'annoncent que James a encore appelé pour dire qu'il ne viendrait pas, et ils ont décidé de le licencier. Ils veulent que je m'occupe de l'entretien préalable. Je leur ai rappelé que c'était eux qui ont demandé à être en charge de tout ce qui concerne James. On a fini par trouver un compromis, parce que je voulais pas me les mettre à dos, et on a décidé de faire l'entretien ensemble. James a été appelé dans le bureau, et on l'a informé de son licenciement pour absence répétée. Mais c'était pas sa faute, voyons. Il devait aller chez le médecin. Les RH lui ont demandé un justificatif, et il a dit qu'il l'apporterait le lendemain. Le lendemain, James a appelé les RH et leur a dit « Ce boulot me convient pas, je démissionne ». Les RH ont pu vivre personnellement ce que je supportais depuis des mois. Et le problème James s'est réglé tout seul. J'aime ce genre de justice. Ah, les problèmes de hiérarchie en entreprise. Il m'est arrivé un truc dans le genre, alors que j'étais manager en call center. J'avais une demande d'un subordonné concernant des vacances. Je regarde les infos que j'ai, je discute de la situation avec l'employé, je demande l'avis des RH, et ensuite je suis leur avis à la lettre. C'était un refus, parce que l'employé en question avait plus de congés payés de disponibles. Et du coup, j'évoque avec l'employé la possibilité de prendre des congés sans solde, parce que moi ça me dérangeait pas qu'il soit pas là. C'est juste qu'il avait plus de congés. Sur ce, l'employé est allé voir le patron pour se plaindre, et le patron décide de lui inventer des congés payés. Et pour des vacances, hein, pas pour une urgence, un truc gravissime, voilà. Crédibilité zéro pour la suite de mon contrat. Bref, j'ai jamais eu la satisfaction de voir la situation se retourner contre le patron. Je suis juste parti quelques mois plus tard, j'en pouvais plus. Meilleure décision de ma vie, ceci dit. Bref, l'histoire suivante a pour titre « On fait pas de remboursement ici ». J'étais super occupé ce jour-là. J'avais pas beaucoup de temps pour déjeuner. À l'époque, les menus McDonald's n'étaient pas absurdement chers, et j'allais passer devant de toute manière, donc je décide d'utiliser leur drive et de manger en route. Je commande un menu best-of, et on me demande si je veux un maxi best-of à la place. Je réponds que non. Quand j'arrive à la fenêtre pour payer, je trouve le total un peu élevé, mais je me dis que j'ai du mal à regarder les prix. Et la personne qui m'encaisse ne me donne pas de ticket. Bizarre aussi, mais pas très grave. Quand j'arrive à la dernière fenêtre, je comprends enfin tout lorsqu'on me tend un menu Maxi Best Of. J'ai poliment refusé parce que j'avais pas du tout l'intention de payer 2 $ de plus pour quelques frites et un peu de soda. C'est là que le manager arrive et dit « On peut pas faire de remboursement ici ».
Et là, je comprends ce qui se passe vraiment. J'ai déjà travaillé dans des fast-foods et je suppose qu'il y avait probablement un challenge en place. Vendre un maximum de menus maxi best-of et l'employé, le manager et ou le restaurant obtient un bonus. J'étais sidéré par la situation quand le manager m'a répété que non, il ne pouvait pas procéder à un remboursement. Mais je me suis vite reprise. J'ai souri et répondu: c'est pas grave, je vais appeler ma banque, ils peuvent annuler l'opération. Je me mets en haut-parleur, ils voudront vous parler. Vous pourrez leur expliquer que vous faites pas de remboursement. Donc je suis là, dans ma voiture, à la dernière fenêtre du drive, en train d'essayer de joindre ma banque entre midi et 2, pendant que la file s'allonge très vite derrière moi. Il s'avère que McDo peut faire un remboursement. Ils peuvent même le faire tellement vite que j'ai pas eu le temps de finir de taper étoile 3, 2, 5 et tout le tintouin pour être mis en ligne avec un conseiller. Et oui, une fois rentré chez moi, j'ai envoyé une réclamation à McDo USA pour signaler le comportement de ce magasin, même si je suis pas sûr que ça serve à grand chose. C'est marrant comme ils changent rapidement d'avis quand tu les menaces de bloquer le drive pendant les 30 prochaines minutes. Bien joué OP. L'histoire suivante a pour titre Récupère tes affaires et tire-toi. Cette histoire m'est arrivée il y a quelques mois. Je vivais dans un appartement avec 3 colocs, donc 4 personnes en tout, depuis environ 8 mois. On est toutes des femmes dans la vingtaine. J'avais très peu d'interactions avec mes colocs, parce qu'entre nos cours et nos jobs, on se croisait pas souvent, et on avait chacune une chambre. Même si on n'était pas franchement proches, je pensais que la cohabitation se passait plutôt bien, et on se disputait jamais. Rien me dérangeait vraiment, sauf sur quelques détails mineurs avec Vicky et Kara. Ces deux colocs étaient amies, et Vicky était clairement la moins portée sur les tâches ménagères de nous quatre. Elle laissait ses fringues dans le sèche-linge pendant des jours, laissait traîner sa vaisselle sale dans l'évier pendant plus d'une semaine, et oubliait souvent de la bouffe dans le frigo et ça finissait par moisir. Environ 5 fois pendant que je vivais là-bas, j'ai reçu un message de Kara sur le groupe de la coloc du genre: Eh OP, j'ai discuté avec les autres et la vaisselle sale n'est à aucune d'entre nous, donc tu pourras t'en occuper s'il te plaît. C'était agaçant, mais ça n'arrivait pas souvent. Pas vraiment de quoi en faire tout un plat. J'ai été parti du principe que Vicky avait menti à Kara parce que c'était plus simple de me faire porter le chapeau que d'avouer que c'était sa vaisselle. Le 5 mai, je déménageais pour m'installer avec mon fiancé dans un nouvel appart. Donc le 4 mai au soir, toutes mes affaires étaient dans des cartons. Et c'est ce soir-là que Kara choisit pour m'envoyer un long message cinglant sur le groupe de la coloc. Elle en a fait des caisses sur tout mon bazar, sur le fait que je laisse traîner mes affaires de partout. Et elle m'a attaqué personnellement en disant que j'étais dégueulasse et que je manquais clairement de considération pour les autres. Puisque je déménageais le lendemain, je voyais pas l'intérêt de me lancer dans une dispute. J'ai simplement répondu qu'elle avait de la chance puisque je partais justement le lendemain. Elle a répondu: je m'en fous, prends toutes tes affaires et pars. C'est là que vient la malicieuse compliance. J'avais effectivement préparé mes cartons, qui contenaient la plupart de mes affaires, mais techniquement pas toutes. Je me suis installé dans l'appart quelques jours avant les 3 autres. Du coup, j'ai acheté pas mal d'affaires communes moi-même. J'avais prévu de laisser toutes ces affaires sur place, pour être sympa, même s'il y en avait pour environ 400 $. Mais quand j'ai reçu ce message de Kara, me demandant de récupérer toutes mes affaires, j'ai décidé de faire exactement ce qu'elle me demandait. Parmi ces affaires, il y avait toutes les poubelles de l'appartement, le routeur Wi-Fi, une énorme étagère pour la cuisine. Je pense que l'étagère a été la perte la plus problématique pour elle, parce qu'elles avaient vraiment 3 tonnes d'affaires. Pour vous donner une idée, la cuisine avait 10 placards et 8 tiroirs. Moi, j'utilisais 2 placards et un tiroir. J'avais aussi choisi les placards les plus en hauteur, parce que je suis grande et je voulais faire preuve de considération. Tous les autres placards, tiroirs et l'immense étagère de 5 niveaux étaient remplis à craquer avec les affaires de mes colocs. Bref, il leur serait absolument impossible de trouver de la place pour toutes leurs affaires sans racheter d'étagère. J'ai fait très attention de maintenir l'organisation des affaires de l'étagère quand je les ai enlevées. Et quand j'avais fini, ça couvrait tout le plan de travail, la table de la cuisine et celle du salon. J'ai déménagé en paix avec toutes mes affaires le lendemain. Et depuis, je suis très heureuse dans mon nouvel appart avec mon fiancé. Quelques jours après mon départ, Vicky a écrit dans le groupe: Au fait, le Wi-Fi ne fonctionne plus. Tiens donc, je me demande pourquoi. C'est à ce moment-là que je suis sorti du groupe. Depuis, je me demande souvent combien de temps il a fallu à Kara pour se rendre compte que c'était pas moi qui mettais l'appart en bazar. Mais je suppose que j'aurai jamais la réponse. Et allez, encore une personne qui a dû se manger les doigts d'avoir dit prends toutes tes affaires et tire-toi. Cette colocation avait franchement pas l'air très fun. Je pense qu'OP a bien fait de partir. L'histoire suivante a pour titre Tu dois venir me chercher.
Pour donner le contexte, mon frère n'a aucune considération pour les autres. Cette histoire se passe pendant un de mes jours de repos, c'est le week-end. Je profite tranquillement de ma journée à la maison. Je m'apprête à cuisiner un truc quand je reçois un appel de mon frère vers 16h30. Il exige que je laisse tout en plan pour venir le chercher au travail, parce que personne d'autre dans la famille n'est disponible. Quand je vous dis qu'il l'exige, c'est que ses mots exacts étaient « Tu dois venir me chercher ». C'était avant qu'il ait son permis et une voiture. Il avait environ 18 ans. Il travaillait à l'autre bout de la ville, 30 à 40 minutes de route aller. Et c'était le début de l'heure de pointe. Si j'avais refusé d'y aller, il se serait tellement plaint à mes parents qu'ils auraient fini par m'engueuler jusqu'à ce que j'y aille. Je savais que j'avais pas le choix, mais avec un grand sourire malicieux, je me décide. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé le chercher. Et ensuite, j'ai fait 3 arrêts en route. 3 longs arrêts. En premier, la station essence, parce que j'étais sur la réserve. Il ne pouvait pas se plaindre parce qu'il avait besoin de moi pour rentrer. Pour le deuxième arrêt, je suis allé à un restaurant de taille et j'ai mangé sur place. Pendant tout le repas, il s'est plaint que j'aurais pu prendre à emporter et qu'on était à 15 minutes de la maison. Pendant tout ce temps, il me dit que je le fais perdre son temps et qu'il a des devoirs à faire. Tu parles. Ces devoirs lui ont pris 10 minutes et ensuite il est resté scotché sur le canapé à jouer à la Xbox. Il a fini par appeler notre grand-mère pour se plaindre. Il en a tellement fait des caisses qu'elle a demandé à me parler pour savoir si je lui avais proposé de lui acheter à manger, ce que j'avais fait. Quand il a repris le téléphone, ma grand-mère lui a dit qu'il avait qu'à patienter. Il voulait que je vienne le chercher et je l'avais fait. Et enfin, troisième arrêt, le supermarché, à 6 km de chez nous. J'avais besoin de quelques trucs. À 18h20, on arrive à la maison et il va chouiner auprès de notre père qui rigole et me donne un high five et qui me dit « Ah là là, pourquoi j'y ai pas pensé moi-même ?» Et je lui suggère « Peut-être la prochaine fois, je viendrai avec vous et on pourra faire encore plus d'arrêts. » Un très joli mélange d'Entitled People et de Malicious Compliance. C'est très chouette comme histoire. Par contre, je sais pas vous, mais je suis un peu agacé par la réaction du père, parce que d'après ce que dit OP, il l'aurait forcé à aller chercher son frère si elle avait refusé. Mais d'un autre côté, vu sa réaction, il a l'air de se rendre compte qu'il y a un problème avec l'attitude de son fils. Et pour le coup, c'est lui le parent, c'est à lui d'éduquer son fils, pas à sa fille, quoi. Donc la réaction d'OP est très chouette, très drôle à lire, mais elle aurait pas dû être nécessaire, quoi. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces histoires vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À bientôt sur Reddit.